Le 30 octobre, c'est un anniversaire important, même si les médias en parlent depuis plus d'une semaine. Là, c'est aujourd'hui le 30e anniversaire du référendum de 1995 au Québec. Donc, il avait été extrêmement serré. Le non contre la souveraineté qui avait récolté 50,58 %, le oui 49,42 %. Bref, c'est un sujet qui fera jaser énormément aujourd'hui. C'est un plaisir, nous, d'en parler avec Camille Goyette-Gingras, qui est présidente de l'organisation Les Oui Québec. Oui qui veut dire Organisation unie pour l'indépendance. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Bonjour, très bien. C'est vrai qu'on dirait que ça fait une semaine qu'on célèbre les 30 ans. Comme un marathon. Oui, exactement. Ben, c'est correct d'en parler. C'est correct de rappeler également tout ce contexte historique. Mais là, on est 30 ans jour pour jour. Est-ce que de votre côté, vous célébrez ou bien vous soulignez cet anniversaire-là? C'est quoi l'état d'esprit? On souligne, mais aussi avec le regard de cette jeunesse-là qui regarde les 30 ans du référendum de 95. Vous savez, quand ils regardent les images d'archives, ils les regardent avec une belle nostalgie en se disant, mon Dieu, cette génération-là de jeunes, ils ont vécu l'histoire, puis on a peut-être la chance de vivre l'histoire, nous aussi, tu sais. Donc, pour eux, ils font plutôt le parallèle entre 80 et 95, la croissance qui a eu lieu de référendum à l'autre en se disant, ben peut-être que cette fois-ci, c'est notre foi, puis que notre foi est la bonne. Concernant l'appétit souverainiste actuel, si je prends par exemple le dernier sondage Somme la presse qui est paru le 22 octobre dernier, on parle d'un tiers des Québécois qui voteraient oui. On pourrait dire que c'est juste un sondage, c'est pas une vérité absolue. Vous, évidemment, vous baignez là-dedans pas mal, là, mais c'est quoi votre lecture de la situation concernant l'intérêt pour la souveraineté actuellement? C'est clair qu'un sondage, c'est aussi une capture d'écran d'un moment en particulier. Hein, puis ça faisait quand même plusieurs années que la question nationale n'était pas d'actualité, qu'on en discutait finalement assez peu, d'une part dans les médias, mais ne serait-ce que dans notre entourage, alors que, évidemment, puis je pense aussi pour deux raisons. D'une part, l'engagement du Parti québécois de tenir un référendum dans un premier mandat, mais aussi, deuxièmement, le fait que les jeunes sont devenus un peu cette locomotive-là d'un projet d'indépendance citoyens amenés d'abord et avant tout par les citoyens a fait en sorte que même moi je le vois autour de moi là, c'est sûr moi je suis Miss Indépendance dans ma famille, mais les gens commençaient à avoir le sujet avoir envie en fait d'aborder le sujet de discussion, que ce soit positivement ou négativement. Donc doucement l'idée refait son chemin dans le quotidien de la population. Donc c'est sûr qu'on n'est pas au stade nécessairement où ont été abordés. On est vraiment au début, en fait, d'une année où la question nationale, je pense, va être au cœur des débats. Il y a encore beaucoup d'idées qui devront être abordées, hein, puis d'inquiétudes ou de choses à régler par rapport à la question d'indépendance. Donc, ce sondage-là, finalement, c'est un peu notre point de départ. C'est intéressant de voir qu'effectivement, la jeunesse semble avoir un regain d'intérêt pour cette question-là, alors que ceux qui étaient peut-être bien crinqués en 80 puis en 95, aujourd'hui, ont peut-être moins envie, peut-être voit plus de risques là-dedans. Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui ont voté oui peut-être en 80 et 95 qui là seraient peut-être moins ouverts pour plein de raisons? C'est clair. Puis une des raisons, c'est aussi la blessure que plusieurs ont vécue en 95. On s'en fait parler souvent là, avec, par exemple, je les appelle les jeunes de 80-95, là, qui sont évidemment plus âgés maintenant, mais il y a ce côté-là. 80 était moins surprise. 95, il y a quelque chose de qui fait mal. Je pense qu'on se dit collectivement, on ne veut pas revivre ça, mais moi, je vois ça aussi avec l'esprit d'un entrepreneur. Vous savez, aux entrepreneurs, on leur enseigne quoi? On leur enseigne qu'il faut essayer, puis se planter, puis il faut réessayer, puis faire des apprentissages, puis persévérer. Puis pour moi, cette valeur-là de persévérance, elle est très propre, non seulement au mouvement souverainiste, mais au peuple du Québec. Puis cette persévérance-là, c'est ce qui nous a permis d'écrire notre histoire comme Québécois contre vents et marées. Donc, je pense que maintenant, effectivement, on a une histoire par rapport à notre volonté collective d'indépendance. Puis il faut le prendre plutôt comme un apprentissage, moins comme un projet qui nous a été
soit volé ou une déchirure. Non, en fait, c'est vraiment à l'image du peuple québécois qui ne s'est jamais laissé marcher sur les pieds et qui a construit toutes ces infrastructures lui-même. En fait, le Québec est un presque pays. Hein. Il nous reste juste à finir la job. Camille Goyette-Gingras est présidente de Oui Québec. On pouvait lire encore ce matin que Québec solidaire aimerait abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans en voyant qu'il y a un intérêt plutôt vers les jeunes pour l'option souverainiste. Vous, le vote à 16 ans, vous en pensez quoi? On n'a pas de position particulière là, concernant le vote à 16 ans. Ceci dit, je peux vous dire que les jeunes sont d'une très grande intelligence, maturité. On a organisé une marche pour l'indépendance à Montréal. Il y en avait une à Québec par le Oui Limoilou. Les jeunes, ça me faisait sourire de voir des jeunes du secondaire présents avec un intérêt tellement important pour leur avenir collectif. Donc, est-ce que les jeunes de 16 à 18 ans devraient avoir le droit de vote? Je sais pas. C'est sûr qu'on s'intéresse aux propositions qui sont faites en ce sens. Mais ce qui est certain pour nous, c'est que il y a une grande écoute qu'on doit avoir pour les jeunes en bas de 18 ans aussi, qui nécessairement, s'il doit y avoir un référendum dans les prochaines années, vont avoir droit de vote. On doit les écouter comme on l'a fait pour l'environnement, puis je pense qu'on doit les écouter maintenant pour l'indépendance. Vous êtes une organisation apolitique, mais vous en avez parlé. Le Parti québécois veut faire un référendum lors d'un premier mandat s'il est élu. Au-delà de ça, est-ce que vous espérez que la souveraineté soit une question majeure lors des prochaines élections provinciales qui, à l'échelle politique, s'en viennent demain matin, là? Oui, non, tout à fait. Tout à fait. Voyons-le comme ça. Moi, j'aime dire qu'on est un peu comme le Greenpeace de l'indépendance. Hein, c'est-à-dire, Greenpeace, ça veut pas dire que c'est le Parti vert. Bon, ben nous, on est une organisation citoyenne, non partisane, pour l'indépendance. Puis c'est sûr que notre souhait, c'est que la question de l'indépendance soit la question de l'urne à l'élection de 2026. Donc, on va avoir une action. La société civile va jouer un rôle majeur, selon moi, dans la prochaine année. Mais non seulement dans la prochaine année, mais aussi dans les prochaines années, parce qu'il va y avoir une multiplication maintenant de porte-parole. Hein. Ce ne sera pas juste comme au référendum, il y avait les 3 de 95, les 3 porte-paroles officiels. Bon, je pense que maintenant, avec les médias sociaux, chaque personne va jouer un rôle de micro-porte-parole, de micro-influenceur finalement. Et ça, ça va permettre à la société civile de vraiment jouer un rôle de premier plan dans ce nouveau souffle pour le mouvement indépendantiste. Et on fait la prédiction que la question de l'indépendance va être une question majeure quand les gens vont voter en 2026, en espérant là, que ça fasse élire évidemment un maximum d'élus indépendantistes. Le rôle des réseaux sociaux est très intéressant comme aspect dans la vie politique de nos jours, effectivement. En ce qui concerne l'option souverainiste, voyez-vous ça vraiment comme un plus ou comme un risque? Parce que c'est évidemment, comme bien des choses, une lame à double tranchant. Ça peut être très positif, ça peut être un outil de désinformation également. Comment vous voyez cette approche-là qui peut être un outil dangereux? C'est tellement bien dit, une arme à double tranchant. Je vais commencer par le négatif. Un des risques, je pense, qu'il faut prévoir dans un nouveau cycle d'idées d'indépendance, c'est l'ingérence étrangère. Puis cette fois-ci, l'ingérence étrangère, elle se fait via les médias sociaux, via les publicités payées ou des bots. Donc, c'est sûr que c'est un risque, mais c'est un risque pas seulement pour le Québec, mais pour le Canada aussi, hein, qui se sont développés quand même quelques ennemis à l'international, comme l'Inde, par exemple, qui ont déjà fait usage de pratiques similaires. Donc, je pense que autant le Canada que le Québec, on va avoir intérêt à faire respecter le droit démocratique des Québécois à s'exprimer librement, sans ingérence étrangère, sans publicité malveillante venue de pays étrangers sur notre territoire. Donc, je pense que maintenant, il y a un intérêt partagé, ce qui n'était peut-être pas le cas en 95. Sur le positif, nous, on pense que c'est vraiment que les médias sociaux, c'est un médium extraordinaire. On pense que ça permet aux gens de participer activement à notre démocratie, de passer de passif à acteur. Parce que, indépendamment du nombre d'abonnés, chaque personne, par exemple, qui n'a ne serait-ce que 200 abonnés sur Instagram, peut devenir un porte-parole, peut exprimer sa parole citoyenne. Alors nous, on espère vraiment que les gens vont utiliser leur parole citoyenne via les médias sociaux pour participer au débat sur l'indépendance et aussi continuer à imaginer ce que va devenir le Québec pays parce que c'est un projet en construction. Donc, le fait d'avoir des plateformes collaboratives comme celle-là est un outil exceptionnel à l'image d'une démocratie peut-être plus décentralisée comme on voudrait le créer avec l'indépendance du Québec.
Camille Goyette-Gingras, présidente de Oui Québec. S'il y a des gens qui sont à l'écoute ce matin puis qui se disent, bon, moi j'ai de la problématique avec mon accès au logement, les demandes d'aide alimentaire explosent, j'ai pas de place pour mon enfant dans les garderies. Il y en a qui vont peut-être dire, plus près du plancher des vaches du quotidien, là, la souveraineté, c'est peut-être pas la priorité. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une espèce de parapluie qui viendrait aider à régler ces problèmes très concrets-là? Tout à fait. Moi, je pense que c'est une solution parapluie. Je vous explique pourquoi. Puis la question de la perception des services publics est absolument incontournable parce que c'est une question de confiance du citoyen envers l'État. En ce moment, il y a plusieurs éléments qui rendent la perception de bons services publics difficile pour le Québec, notamment le déséquilibre fiscal ou l'argent qu'on envoie à Ottawa. Vous savez, il y a une partie de nos impôts qu'on envoie à Québec, il y a une autre partie qu'on envoie à Ottawa, qui sont utilisés pour le Canada. Par exemple, en santé. Ensuite, le Canada développe des politiques en santé, mais qui ne correspondent pas nécessairement, puis souvent ne correspondent pas aux priorités de Québec par rapport à la santé. Donc, on se retrouve à un État avec une jambe, parce qu'il y a une partie de nos moyens qui sont réinvestis différemment. Autre élément important, par exemple, avec les tarifs aux États-Unis, ça a fait en sorte de souligner que finalement, notre deuxième priorité en commerce international, c'était la France, ou la francophonie, puis le reste du Canada, c'est l'Asie. Sauf que nous, ça veut dire que pour les entrepreneurs ici, quand ils vont vouloir commencer à exporter, ça devient plus difficile pour d'aller aux États-Unis, évidemment, sauf que les stratégies de commerce international, tous les organismes là, avec lesquels on a des contacts très réguliers quand on est entrepreneur, ils vont pas avoir les mêmes priorités puis ils vont pas développer les mêmes réseaux qui seraient pourtant importants pour les entrepreneurs ici. Donc, il faut comprendre qu'il y a une grande partie de nos moyens via l'impôt sur lesquels on n'a pas le contrôle. Puis après ça, il y a les priorités d'investissement qui ne sont pas les mêmes. Donc, on peut vraiment penser, j'essaie de vous vulgariser ça au maximum, on peut vraiment penser qu'en ayant la capacité de contrôler 100% de nos moyens, on pourrait réinvestir là où on voit, nous, des problématiques directes. Mais c'est sûr que en priorité, je vois en santé où on a beaucoup de travail à faire, puis des petits changements de politique, finalement, ne règlent pas nos problèmes qui sont devenus systémiques. On a beau changer de gouvernement, on a beau changer des lois, on essaie de Santé Québec, on a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui fonctionne parce qu'à un moment donné, il y a un problème de système. Donc, c'est ce système-là qu'il faut changer et c'est ce que l'Indépendance Québec nous permet de faire, c'est-à-dire de reprendre le contrôle sur 100% de nos moyens et les utiliser 100% selon nos priorités comme Québécois. Ce sont des discussions qui risquent de continuer tout au long de la journée, un peu partout au Québec, en cette date assez symbolique du 30e anniversaire du dernier référendum. Qu'est-ce que vous espérez qu'il ressorte de cet anniversaire-là? Le fait que, comme je le disais tout à l'heure, on a essayé une première fois, puis une deuxième, puis je pense que c'est des exemples de persévérance du peuple québécois. C'est à l'image de ce que l'on est. Notre capacité à toujours se projeter dans l'avenir, à se projeter à l'international aussi. Vous savez, moi, ce que je souhaite qu'on retienne de ça, c'est tout simplement notre souhait de vouloir voyager puis de s'exprimer comme Québécois. C'est tellement compliqué. Je reviens de voyage puis on faisait la réflexion d'aller en voyage, dire, ben oui, je suis canadienne, ben non, j'ai un accent, ouais, je parle français, non, je suis pas française. De pouvoir simplement s'exprimer au monde comme Québécois, c'est un souhait qui est tellement la base, en fait, du désir d'être indépendantiste, c'est de se reconnaître comme peuple du Québec. Je pense que c'est aussi une journée pour se rappeler le travail immense qui a été fait dans les dernières années, évidemment que ce soit des souvenirs positifs ou négatifs. Et maintenant, cette opportunité de renouveler le mouvement indépendantiste avec des idées qui nous sont contemporaines. Donc, j'espère que ça va être aussi un moment d'espoir puis de se dire, il y a maintenant un nouveau cycle qui s'ouvre puis on peut transformer l'avenir. On a une opportunité, en fait, de transformation d'avenir si on est insatisfait de ce qu'on vit actuellement. Camille Goyette-Gingras est présidente de Oui Québec. Merci beaucoup pour la discussion de ce matin. Ça a été fort agréable. Je vais vous souhaiter une très belle journée que je vous imagine chargée un petit peu. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Bye. On est rendu à 8h10.